Ce balado est présenté par Boisson Québec, un groupe d'affaires signé Baron Mag. Dans cet épisode, on se rend à Magog pour assister au Café Fest, un événement qui fait la promotion de la micro-torréfaction de café de spécialité. On parle de l'industrie et d'entrepreneuriat avec Samuel de Géogène Café, avec Marc-Alexandre de 94 Celsius, puis avec Daniel de KI. Tout ça enregistré simplement avec mon téléphone, donc désolé pour le mauvais son. Mais voilà, mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et Terroir. À Magog. On vient avec Boisson Québec, qui est juste là. On vient parler avec les producteurs, les micro-torréfacteurs, on va parler un peu de l'industrie et tout ça. Fait que j'ai parlé avec Samuel de Géogène qui organise l'affaire, puis qui nous explique un peu pourquoi il fait ça, puis c'est quoi, il parle un peu de l'industrie. J'ai parlé aussi avec la gang de 94 Celsius, puis avec la gang de KI, puis chacun nous parle de leur réalité, de qu'est-ce qui se passe et tout. Bon podcast. Je m'appelle Samuel Lessard-Beaupré, je suis copropriétaire de Géogène Café, puis je suis le cofondateur du Café Fest. C'est situé où, Géogène Café? Géogène Café, c'est basé à Sherbrooke. On est torréfait à Sherbrooke, mais on a des cafés dans la région. Fait on a 5 installations, 3 à Sherbrooke, 2 dans la région de Magog, dans le film. Ah ouais, ok, quand même. Ça en fait pas mal. Ça fait pas mal gérer. Ça fait pas mal. Ça fait 2 de trop, je te dirais. Non, pas si mal. Non, mais ouais. Mais à quel endroit c'est trop? Ben, pas de trop, mais je veux dire, on a pris une grosse bouchée, mettons, en ouvrant. On a un café buvette à Sherbrooke. Oui. C'est un café qu'on a repris, mais qu'on a tourné vraiment avec le concept buvette en soirée. Puis Magog, ici, c'est une opportunité qu'on a eue, on l'a prise. Puis c'est un peu, on s'est un peu lancé sans trop savoir. Puis c'est un marché quand même différent que celui de Sherbrooke, en fait. Fait qu'il a fallu qu'on ajuste le tir. On est encore un peu là-dedans. Ça fait 1 an à peine que c'est ouvert. C'est quoi la différence? Comme tu dis, c'est un marché différent. C'est quoi les aspects qui sont différents tant que ça? C'est quasiment une ville balnéaire. Oui, oui, clairement. On le voit quand on arrive ici. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais le lac est important. Il y a beaucoup de tourisme. Puis la plupart, nous, on est sur la rue principale à Magog. La plupart des commerces qui sont sur la rue principale ont une approche très saisonnière de la business. Fait qu'ils fonctionnent fort durant l'été. Ils ont une offre en conséquence. Puis après ça, ils sont un peu en dormance pendant l'hiver. Nous, on est arrivé avec un concept où est-ce qu'on voulait fonctionner à la main. Fait qu'on a ajusté un peu notre offre en fonction de ça. Parce qu'on voulait parler aussi aux locals, puis les gens du coin. On veut être leur café de quartier, finalement, en étant sur la rue principale. Fait qu'on veut tout, en fait. Ouais. Là, il faut juste comme trouver les bons... c'est la bonne offre, puis les bonnes ordres d'affaires. Puis on veut fonctionner à plein à la main. On veut que... Ce qui est beau dans un café, c'est que les différents types de clientèle finissent par trouver leur moment dans la semaine et ou dans l'année et ou dans la journée. Fait que, mais ça prend un certain temps avant que ça s'installe. Fait qu'on est comme encore en démarrage ici. Ouais, on a comme 2 installations qui sont vraiment encore en démarrage. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu essoufflé, mais on y arrive quand même. Fait que là, tu sais, Géogène Café, vous faites... on commence à parler de plus en plus du café de spécialité. Mais est-ce que vous faites juste ça? Est-ce que c'est vraiment votre niche? Oui, c'est le produit d'appel, c'est la torréfaction. Mais c'est ça, dernièrement, avec l'ouverture de café, parce que ça, la réflexion par rapport au canal de vente, c'est que, bon, on est basé en région, il n'y a pas tant de clients pour notre type de café. Ouais. Donc, plutôt que de démarcher et essayer de convaincre les gens, ce qu'on a essayé de faire dans la première année de centre de Géogène. Ben oui, c'est ça. On s'est dit qu'on allait ouvrir nos propres clients, nos propres cafés, pour avoir aussi ultimement un certain contrôle sur le produit fini, parce que c'est ça la différence entre, par exemple, le café de spécialité et la bière de micro, ou même le vin de nature, c'est que le vin, la bière, on craque la canne, on ouvre la bouteille, ça goûte pas mal ce que c'est. La même chose partout. C'est goûter ce que le brasseur a goûté, mais le café, il y a comme une étape cruciale qui est entre les mains du consommateur, ce qui est comme la préparation, le consommateur à la maison, le consommateur commercial. Fait que ça devient comme, il y a comme une espèce d'étape de plus qui doit être maîtrisée pour que le produit soit bien rendu. C'est ça qui rend ça un peu difficile, la vente en gros. Pour nous, c'était comme ça, en fait. Oui. Surtout en région, comme je disais, il n'y a pas tant de clients naturels pour notre offre de produits. Fait qu'on a décidé, dans le fond, d'ouvrir les cafés. Mais là, c'est que notre
notre énergie est beaucoup dans la gestion des succursales. Ben oui, c'est heureusement, il y a un des partenaires qui est le torréfacteur, le head roaster, le torréfacteur en chef, qui lui est vraiment concentré sur la cuisson du café. Mais c'est pas qu'on oublie que c'est le core business, mais que des fois, c'est que l'énergie puis le temps est plus mis ou doit être mis sur les opérations des succursales. Ouais. Nous, on est là-dedans en ce moment, mais le core business reste la torréfaction. On va parler un peu du Café Fest, mais avant, c'est quoi les défis pour cette industrie de café artisanal-là? Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, on voit, là, on est au Café Fest, puis on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de cafés indépendants qui créent leur propre shit dans des villes différentes au Québec, puis tout ça. Il y en a plus que ça aussi qui existent, tu sais. Fait que là, à partir de là... ça explose. Moi, je fais souvent parler avec justement l'industrie de la microbrasserie, par exemple, qui, on le sait, dans les dernières années, ça a vraiment comme explosé à devenir un marché quasiment saturé. Le café, on n'est pas là encore, mais c'est parce qu'il faut que l'attraction vienne aussi de la clientèle. La clientèle est super curieuse. Là, le défi qu'on a, c'est de rendre ça accessible. Et moi, nous, on est vraiment là-dedans. Le fait qu'on est en région, il a fallu qu'en partant, on adapte un petit peu notre narratif, notre discours pour le rendre plus digeste, plus facile à comprendre pour la clientèle, sans rien enlever à notre clientèle. C'est juste que dans le fond, l'info n'était pas jamais arrivée à eux. Fait, mettons, nous, on est vraiment dans la démocratisation. C'est devenu carrément une valeur qu'on a. Puis, Géogène, c'est ça. C'est expliquer ce qu'on fait. Il fallait l'expliquer pour en vendre. Parce que le café, justement, de spécialité, un peu comme la bière dans le temps, ça coûte plus cher. Parce que nous, il coûte plus cher le café parce que c'est un concept où l'approvisionnement est consciencieux. Mais après ça, vu qu'on met beaucoup d'attention dans la sélection des grains, on va en mettre tout autant dans la torréfaction. Ouais. Mais après ça, pour rendre justice à un grain, il ne faut pas trop cuire. Ultimement, le goût de ce café-là, comme nous on le fait, c'est pas le average, le café ordinaire des gens ordinaires. C'est un café plus fruité, plus acidulé. Puis l'acidité dans le café, c'est nouveau pour les gens. On est vraiment dans un processus plus de expliquer aux gens ce qu'on fait. C'est la découverte de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, puis c'est des nouvelles habitudes, puis toutes ces affaires-là, ça prend du temps. C'est ça, puis le café, mettons la culture québécoise, mettons, c'est encore bien installé de cette façon-là, c'est qu'on boit le café pour l'effet. On boit le matin en quantité, c'est la quantité moins la qualité. C'est comme du kérosène, c'est du gaz d'avion. Tu en as besoin pour te réveiller. Maintenant, nous, ce qu'on amène, c'est une approche de dégustation. C'est vraiment le café le week-end, le café de fin de semaine, exactement. Le café de fin de oui, ultimement, c'est le fun de réception. C'est le café de tous les jours, mais c'est ça. Il faut juste trouver l'espèce de milieu là-dedans. Puis il y a plein d'affaires à discuter après ça. Il y a la façon de le rendre disponible et accessible à la clientèle. Là, principalement, c'est accessible dans les coffee shops. Mais tu sais, 80% des gens encore aujourd'hui achètent leur café à l'épicerie. De quelle façon on rend ça juste disponible? Ah ben il y a c'est la disponibilité. Il y a aussi, c'est sûr que là, il y a l'éducation par rapport au prix. De dire comme, tabarouette, c'est beaucoup plus cher que du café que tu retrouves à l'épicerie, justement, qui sont en spécial à 8 et que pour 300 grammes. Exactement. Mais tu sais, c'est de quand même respecter cette réalité-là. Puis des fois, c'est que quand on en parle professionnel, on oublie qu'on est comme dans le 5% de la clientèle qui care, qui fait attention. Là, comment on peut faire grossir cette espèce de créneau-là, le rendre plus large, mais en étant aussi compréhensif par rapport à où les gens en sont, qui est compréhensible par rapport au fait que pour la plupart des gens, le café, c'est 5 minutes dans une journée. Fait que, tu sais, relativiser l'importance du café dans la vie d'une personne. Mais en même temps, convaincre les gens que ça peut être cool aussi de boire moins de café, mais de boire mieux, de mieux choisir. Prendre le temps de le préparer, de l'apprécier, savoir l'apprécier aussi. Savoir distinguer un café qui est bon d'emblée ou qui est juste mal préparé. C'est compliqué. Non, mais puis il y a un bon parallèle aussi avec la microbrasserie, vu que c'est artisanal, puis ça, mais aussi dans le sens qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui boivent de la bière, mais il y a un petit pourcentage qui boit de la microbrasserie à cause de la provenance, à cause du goût, à cause des saveurs, puis tout ça. Et là, il y en a qui disent, mais il y a bien plus de monde que ça, on pourrait en vendre plus. Mais tous ceux qui boivent de la Coors Light ne boivent jamais vraiment de la microbrasserie, ou peut-être à un moment donné, ils vont essayer, puis tout ça, mais c'est pas ceux-là qu'il faut que tu ailles chercher. Fait que ça, c'est un peu le même principe dans ça, c'est que tout le monde boit du café, mais il y a un faible pourcentage
qui risque de rester tout le temps petit, mais peut-être grossir un petit peu, puis peut-être qu'à un moment, on va faire le tour de tous ceux qui sont vraiment initiés et qui veulent vraiment. Puis après, tu sais, il y a comme une pente, il y a comme un amont qui se passe très très vite. Le monde découvre ça, il consomme, yeah! Après ça, tu as peut-être le point de là, après ça, les nouveaux consommateurs, ça va être plus lent à acquérir. Tu sais. Ben ça, puis tu sais, je pense que ça tend, mais aussi l'avènement de la troisième vague, il fallait que ça arrive. Ah, il y a les vagues, oui, c'est vrai. Oui, il y a les vagues, mais mettons, l'avènement de la troisième vague, Ouais. c'est il y a quand même une quinzaine d'années déjà. Puis c'était vraiment, on mettait au centre le respect du produit, le respect du producteur, puis il fallait aller là, parce que là, le café comme un produit, comme une commodité, on l'achète le moins cher possible, il est payé aussi le moins cher possible, puis les gens ne trouvent pas de ça, ils n'arrivent pas à vivre. Mais en même temps, on se rend compte aujourd'hui que poussé à l'extrême le respect du produit et du producteur, ben, on discrimine jusqu'à un certain point le client qui n'est pas habitué à ce genre de café-là. Parce que le café de type troisième vague implique une torréfaction légère, mais plus acidité. Puis c'est pas constructif non plus de comme imposer des fois des choses complètement champ gauche ou différentes que ce que les gens connaissent. Il faut juste y aller comme doucement. Moi, je suis quand même assez confiant que le créneau grimpe, grossisse un peu comme le créneau de la microbrasserie dans les ventes de la bière en général. Mais oui, évidemment, ce ne sera jamais comme 100% du marché. Quatrième vague, troisième vague, respect de la provenance, de tout ça. Exact. Quatrième vague, c'est quoi? Quatrième, cinquième vague, il y en a qui parlent de ça, mais c'est très discuté. Là, mais c'est plus sur une approche un peu plus holistique ou globale. On parle de relations aussi avec les fermiers, mettons. Tu sais, au-delà de la qualité à tout prix, la relation avec, mettons, le producteur, qui est comme une relation qui dure dans le temps. Ouais. Moi, je suis bien là-dedans, puis c'est mon ami Marc-Alexandre de 94 CC qui m'avait allumé là-dessus, parce que lui développait des méthodes de mise en marché différentes, comme le café instant et la capsule. J'étais comme, comment tu défends un peu l'idée de vendre la capsule quand c'est un peu boudé par les geeks du café. C'était comme, mais moi, mon objectif comme entreprise, c'était d'augmenter les volumes d'achat, de vente, évidemment, mais d'achat à la source. Puis, c'est vrai, je veux dire, ça, on discrimine la clientèle en disant, ben moi, je fais que light roast, que des procédés funky, puis je vends 80$ le kilo, ça prend moi à laisser. Ben, ça se peut que ta clientèle se bâtisse comme vraiment tranquillement. Ton volume à l'origine, il ne va pas augmenter aussi vite que si tu deviens un peu plus démocratique, puis tu acceptes de tariffer un peu plus foncé. Tu fais des compromis. Parce que c'est ça que le monde sont habitués. Fait que c'est plus un pas de recul, je te dirais, par rapport au produit à proprement dit. C'est peut-être là qu'on en main au niveau de la quatrième et de la cinquième vague. Mettons qu'on les appelle comme ça. C'est les géants personne qui a appelé ça de même. Ils disaient, mettons, les vagues d'après. Fait que vraiment rendre ça plus accessible, plus démocratique, puis en faire ultimement peut-être une norme, en tout cas quelque chose de plus normal qu'en ce moment. Ça reste exceptionnel encore du café haut de gamme. Des initiatives comme la Nouvelle Vague, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. La Nouvelle Vague, c'est justement Félix qui est chez Bloom, il est aussi avec la Nouvelle Vague. Eux autres, c'est un concept de mise en marché en épicerie des cafés troisième vague. C'est comme un présentoir. Je ne connais pas exactement leur modèle, mais c'est comme eux, ils rassemblent les roasters troisième vague, puis ils distribuent leur café dans les chaînes, métro par exemple, avec un présentoir designé, puis ils disaient. Ce qu'il disait, c'est que tout le monde peut avoir des initiatives indépendantes d'aller cogner aux portes du supermarché. Mais quand tu trouves un café à 75$ le kilo à côté d'un faux Dieu à 7$ à la tu sais très bien que ça va. Quand tu as plusieurs cafés du même créneau ensemble, il y a quelque chose de plus vendeur. Oui, ça va bien leur affaire, je pense qu'ils développent des points de vente. Aux États-Unis, ça se passe déjà. Là, il y a des cafés. Les initiateurs à la troisième vague aux États-Unis qui se retrouvent dans les grandes chaînes. Parce qu'ils ne sont pas pilés dessus, ils n'ont pas fait les putes, mais ils ont juste trouvé une façon de mettre en marché qui rend ça un peu plus accessible et disponible. Puis ils atteignent pendant la mission qui s'est donnée de quand même acheter ultimement plus de café consciencieux. Je pense qu'on s'en va vers ça. Oui, c'est cool. C'est une belle initiative, en tout cas, justement, pour démocratiser un petit peu ça, puis le faire connaître, puis tout ça. Sur la base où, je pense que la prémisse de cette idée-là, c'est que la majorité des gens achètent leur café à l'épicerie encore. Ils ne font pas le détour par la boutique spécialisée pour leur café. On est content que ça arrive, on est flatté que les gens viennent chez nous, mais on sait que c'est une entorse à leur... je veux dire, tu fais pas l'épicerie chez nous. Oui, c'est ça. Bref, c'est trouver un espèce de compromis entre les deux. C'est sûr que, mettons, ici,
en succursale, mais tu peux avoir plus d'informations. Parce qu'il y a des colis qui sont dédiés à ça. C'est pas le cas chez Maxi ou chez Lobé. Quand tu as un barista dans la rangée qui va te conseiller, mais quand même, je trouve ça comme nice comme initiative. Je pense que ça va passer par ça. C'est encore un peu au teint professionnel de café spécialité qui se doit être. Ben oui, c'est ça. Fait que Café Fest. Ouais. Fait que là, on est à Magog, à côté de ton établissement ici, dans le parking derrière. Après, ça fait combien d'éditions que tu as faites ou pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est la deuxième édition. Nous autres, dans le fond, avec le Café Fest, on a l'intention de l'éloigner un peu de Géogène. Ça reste l'objectif. Je sais que historiquement, il y a des compagnies de café qui ont rapproché les événements comme ça de leur marque. Okay. Nous, on veut l'éloigner parce qu'on veut qu'il reste pertinent puis cohérent puis un peu third party, un peu comme... T'sais, on fait ça vraiment pour la cause. Okay. Évidemment, là... C'est-tu une entité en soi? C'est-tu une OBNL ou quelque chose? OK, là, c'est vous autres, mais éventuellement, c'est la dernière année, probablement, que c'est ouais. Géogène qui gère ça. Éventuellement, il faut voir, parce que là, cette année, on s'est croisés là-bas, au Café Collectif. Ouais. C'est une initiative qui ressemble beaucoup à la nôtre, à Montréal. On est supposé se parler bientôt pour voir de quelle façon on pourrait peut-être arrimer les deux concepts. Mais nous, on a quand même une approche... on a quand même une approche un peu régionale, si on veut, du Café Fest, du rassemblement. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a quelque chose à amener, parce que la réalité, c'est que le café spécialisé, ça se passe beaucoup à Montréal. C'est comme l'épicentre du café spécialisé au Québec. Même en Amérique du Nord, c'est comme, tu sais, au prorata du nombre d'habitants, un jour, est-ce qu'on disait qu'il y avait plus de coffee shop à Montréal qu'à San Francisco? Ah oui, hein? Mais il y en a beaucoup. C'est vraiment, ça veut dire que, tu sais, c'est disponible, accessible, les gens sont déjà informés. Et nous, on arrive avec une approche vraiment plus régionale, du fait qu'on est en région. Fait que, tu sais, il fallait dans ma tête à moi, il fallait que le Café Fest soit affilié à un coffee shop. Le coffee shop est important dans les pas le sentiment d'appartenance avec la place, puis les gens, puis tout ça. Pour nous, en tout cas, chez Géogène, c'était comme le coffee shop, c'est une espèce c'est comme l'épicentre, c'est une place où c'est un hub, c'est un de rencontre qui est important, même pour le café, OK, évidemment, parce qu'on est un facteur, mais aussi pour les gens de la place. Et, mettons, nous, on prend le pouls du marché par le coffee shop. Fait que dans ma tête, initialement, le Café Fest devait être associé à un café. Le nom, parce que c'était facile, mais ultimement, dans la tête, ça peut être franchisable, ça peut être placé ailleurs dans le Québec. Bien, ici, j'imagine que vous êtes aussi dans un bon coin parce que justement, Magog, tu le disais tout à l'heure, c'est espace de villégiature. Tu es un espace où est-ce que le monde ils ont plus d'argent aussi. T'as plus de baby boomers, t'as plus de. C'est vraiment, ce côté-là. On est en train d'apprendre un petit peu à connaître bien le marché de Magog, mais c'est un marché qu'on connaît saisonnier, comme on disait tantôt. Mais au-delà de ça, c'est un marché qui est comme éclectique, justement, parce que tu as comme les touristes en saison. Mais tu sais, mettons, nous, pour supporter des frais fixes, parce que le local, tu l'as vu, il est énorme. Pour supporter ça, ça prend des ventes à la main. Puis en même temps, dans l'approche qu'on privilégie, dans l'offre de services, de produits, on veut que ça plaise aux gens du coin. Ben oui. Fait qu'on est vraiment là-dedans. De le faire à Magog, on trouvait que l'espace était cool. C'est à Sherbrooke, il a fallu qu'on le fasse sur 2 sites, parce que c'était trop petit. À Magog, c'était plus grand. T'sais, ça se prêtait bien à ce genre de... D'ailleurs, à date, ce qu'on a comme commentaire, c'est que ça circule mieux, c'est plus fluide qu'année passée. L'année passée, c'était comme un peu sketch autour de la bâtisse. C'était cool aussi, mais c'est comme moins, je sais pas, fonctionnel. Mais oui, c'est sûr que pour nous, il y a un gain marketing à le faire. Encore. C'était plus simple à organiser comme ça que d'impliquer des gens. Mais là, mettons, pour les prochaines éditions, s'il y en a d'autres, je le ferai différemment au niveau de l'organisation. Puis je m'arrangerai pour justement l'éloigner de... Puis comme tu dis, là, d'éloigner ça de Géogène, c'est que tu peux le créer dans n'importe quelle région. Bon, on parle... J'essaie de penser à des villes qui pourraient ressembler. Là, mais on regarde dans le nord, Mont-Tremblant ou Mont-Laurier. On parle à Val-David. Aussi, il y a plein... Mettons, même, il y a des réfacteurs maintenant, des coffee shops dans le Saguenay, Saint-Jean. C'est juste comme... Pour vrai, l'année passée, toi, Léo, tu étais là, mais l'année passée, pour vrai, c'était... Honnêtement, genre, pour l'énergie qu'on avait mis, ça avait été parfait. C'est comme... C'était fluide, c'était comme... Les gens étaient contents d'être là. Puis, mettons, les ateliers étaient le fun, la formule était cool. Fait que, moi, je suis comme... Ben, tu sais, juste un guide de normes, des idées à la limite. T'sais, on a approché, on est un petit twist de quartier ou il y a une ville, ben, on va aller chercher des sous au niveau du financement municipal ou municipal. Puis, fait que, il y a quelque chose là-dedans aussi. Fait que c'était vraiment intéressant de le faire de cette façon-là. Fait que, on pourrait peut-être juste créer un genre de cahier de charge ou est-ce qu'on pourrait juste faire comme... Nous, on l'a fait comme ça. Ça vous tente, let's go. Voici la recette. Une recette éprouvée, ça a marché. C'est un peu ça que j'avais dans ma tête, mais à partir de là, comment ça va s'organiser ou se décliner, je ne sais pas trop. Mais c'est sûr qu'on va avoir une discussion avec les gens de Montréal. Moi, ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que il y avait beaucoup d'initiés. C'était comme...
Le monde qui venait essayer Le là, café oui, collectif, c'est ça. comme, tu sais, Ben, ils payaient aussi pour rentrer, Exactement. fait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus... c'est ça, nous c'est gratuit. Puis Ouais. je pense que si quelqu'un me disait, on aurait pu symboliquement mettre un petit montant, mais je pense que c'est partie de la raison pour laquelle c'est aussi démocratique. Ah oui? Salut! Allô? Fait que c'est ça, je pense que Ah c'est oui. partie des raisons pour lesquelles c'est un petit peu les plus démocratiques. Je veux pas dire, Ah oui. tu sais, c'est pas mal, là, mais en même temps, je pense que c'est ça, il fallait le faire de cette façon-là. Ben, tu veux faire pour découvrir. avoir des gens, c'est ça. Tu sais, fait que le monde, aussitôt qu'ils ont un prix, ben, ils sont bloqués à quelque chose, tu sais. Ouais, Fait que puis tu veux les faire vu que ça nous rentrer, guide, vu qu'il faut qu'ils sentent l'odeur, tu sais, tu veux qu'ils arrivent. Peut-être que qu'ils- si c'est une organisation en soi, puis qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'année là-dessus, ce sera peut-être là, mettons, nous, on organise ça en plus de gérer nos opérations, en rendant ça gratuit. C'est sûr qu'on se dédouane de comme c'est pas parfait, mais ça, c'est gratuit. Fait que les gens, ils viennent avec des attentes limitées, hein, sont comme super heureux de ça. Comme là, cette année, nous autres, avec le financement qu'on a reçu, les commandites, on est pas mal kiff-kiff au niveau des sous. Fait que nous, ça va, tu sais, on arrive pas mal flush le budget. Fait que, à partir de là, si on peut travailler pour la cause du café de spécialité, mais d'autres pourraient le faire aussi. Ouais. Il y aurait peut-être l'ambition de le faire. Mais belle initiative. Merci beaucoup. Plaisir, les gars. S'il te plaît. Oui, mon nom c'est Marc-Alexandre, je suis le fondateur de 94 Celsius. OK. Qu'est-ce que 94 Celsius? C'est une jeune entreprise de torréfaction, ça fait 6 ans qu'on est en affaires. On a lancé l'entreprise à Montréal, on est rendu sur la rive sud de Montréal maintenant, à Sainte-Julie. Ah, OK. On essaie de travailler majoritairement avec des femmes productrices de café. Fait que 75% de nos achats proviennent de femmes, de fermes comme propriétaire d'une femme. Une femme. De café, OK, exactement. Sinon, on a beaucoup de café plus expérimental avec des fermentations un peu plus différentes, innovatives. C'est vraiment le but de la compagnie. OK. Excellent. Puis là, ça fait combien de temps? 6 ans. Ça fait 6 ans? en octobre. Ah, félicitations, ça fait un petit bout. Là. Vous avez commencé, vous êtes peut-être dans les premiers qui ont commencé à voir un peu dans le café de spécialité et tout ça. Oui, exactement. Quand Comme il y a- après Saint-Henri, on est comme, disons, la deuxième vague de nouveaux torréfacteurs qui sont établis à Montréal. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer là-dedans? À la base, j'étais biochimiste, puis ça m'a toujours intéressé un peu la découverte de molécules alimentaires. OK. Fait que C'est chouette de pouvoir, avec le café, les sondes maintenant, la technologie, de voir l'évolution du café et trouver des façons de toujours améliorer nos procédés et pousser un peu ce côté volet alimentaire. OK, excellent. C'est quoi vos défis en ce moment? Tu sais, on voit tout ce qui se passe. On en a beaucoup parlé avec Samuel aussi. Tu sais, mais bon, pour vous en tant qu'entreprise, les produits que vous avez, un peu votre croissance, puis ça, c'est quoi vos défis que vous avez dans votre industrie? Je crois comme la majorité, c'est le cash flow parce qu'on a beaucoup d'achats qui sont faits à l'origine. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour acheter le café avant même de l'avoir vendu. Et depuis la pandémie, il y a vraiment un coût très élevé qui s'est développé pour l'approvisionnement du café, tant pour l'achat du café par en soi que pour le transport. Fait que ça joue beaucoup sur le cash flow de la compagnie. C'est vraiment la parcelle complexe. Là, tu disais que vous étiez à Longueuil. Non, à Sainte-Julie, excuse. Rive-Sud, c'est Rive-Sud. On est Sainte-Julie. très court temps à Donc là, vous avez un emplacement, Ouais, exactement. un petit café que le monde vient vous rejoindre. On n'a pas de café, on est Non, vraiment OK. un torréfacteur. OK. Nous, on veut vraiment spécialiser dans la torréfaction. On a beaucoup de clients à l'étranger aussi. OK. Fait qu'on a déjà bien comblé le sac à la torréfaction. Ah, OK, excellent. Qu'est-ce que vous avez comme produit? Bon, là, on voit, vous avez des sacs. Est-ce que vous avez une vision de décliner votre format pour les consommateurs? Ouais, exactement. On fait du café instantané. On est aussi les premiers, je crois, à Montréal à avoir fait le café pour les capsules Nespresso, Ah oui, OK. Biodécanable. Ouais. Fait que ça marche quand même bien. Il y a un bon marché pour ça aussi. Ça permet de vraiment démocratiser le café. Ça va rentrer dans des maisons qui n'ont pas nécessairement des bons exemples du café espresso Ouais. au fil, mais les petites capsules Nespresso viennent chercher une clientèle complètement différente qui est intéressante aussi pour le café spécial. Ah ouais, de quelle façon c'est différent? De quelle façon que je veux dire, c'est pas moins dispendieux, ça reste un peu le même price point, j'imagine, ou c'est... C'est le même prix que Nespresso, que leur ouais, ok. haut de gamme. Ok, Donc, ok. les arômes sont vraiment différents. On a testé beaucoup de capsules Nespresso pour voir un peu c'était quoi que le marché avait. Donc, on peut vraiment chercher des arômes plus fruités avec nos capsules que Nespresso, on n'a pas facilité à avoir, Nespresso. Ah, ok. Torréfaction foncée. Ça permet de découvrir la torréfaction plus légère, plus florale. Puis comment vous êtes arrivé à vouloir développer ce format-là? C'est original, justement, comme tu dis, comme vous êtes les premiers à le développer. Vous dites, OK, si on est les premiers à le développer, soit que c'est pas un bon marché à développer, ou soit qu'on est en train de créer quelque chose. Comment Mais vous êtes Montréal, dit? c'est vraiment une industrie
est en train de croître, de grossir. On essaie tout le temps d'innover. C'est sûr que, comme tu disais, on était un des premiers dans la deuxième vague de torréfaction de Montréal. On essaie tout le temps de trouver des façons d'utiliser le plus possible de café de nos producteurs, de le découvrir en plusieurs façons. C'est sûr qu'avoir plus de produits, ça permet d'acheter plus de café aux producteurs et donner plus d'argent par la suite. C'est gagnant tant pour eux que pour nous. Ouais. Donc là, de se créer ce format-là, tu dirais que c'est un succès, le monde y adhère. C'est en développement. Comme tous les nouveaux produits, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup de marketing pour que les gens comprennent la différence aussi, parce que les gens sont habitués à un standard Nespresso comme très torréfié. Oui, c'est ça. Transformer tranquillement. C'est sûr qu'il y a une adaptation, puis expliquer beaucoup d'éducation à faire sur une base quotidienne. Est-ce qu'on voit beaucoup là, des micro-torréfacteurs en ce moment qui sortent des prêts-à-boire en canette, tout ça? Est-ce qu'il y a des cold brews? Est-ce que c'est quelque chose que vous autres vous envisagez? C'est une déclinaison intéressante ou pas vraiment? On y a passé longtemps, mais le problème qu'on trouve au Québec, c'est qu'on a une saison d'été vraiment courte comparativement à la Floride. Oui, c'est ça. À Miami. Fait souvent, ce qui arrive, c'est que ça se vend tout l'été, mais après, pour automne, hiver, les maisons en canette, ça ne vend plus vraiment. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de pertes. C'était pas super intéressant encore. Ça nécessite d'étudier encore le modèle. Exact. Ou aller dans un pays chaud. Ou aller ailleurs. Un des deux, mais à ce qu'on a entendu au Québec, ça se vendait pas très bien. Une petite dernière question, mais comment tu vois la croissance de votre entreprise? Il y a du monde qui commence à arriver. Je vais te laisser aller rejoindre ta collègue. On a une croissance vraiment intéressante parce qu'on a réussi depuis quelques années à exporter davantage nos produits. Okay. On a vraiment une vision plus internationale, un peu moins centrée sur le Québec. C'est intéressant. On essaie de chercher le Japon, beaucoup Pays-Bas aussi qui nous intéressent par nos produits. C'est la vision future de 94 Celsius sur le marché international qui croît. L'exportation, c'est intéressant. Cool. Capsule Nespresso, ça marche très bien à l'exportation. Corée du Sud achète une grande quantité de capsules Nespresso. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon nom, c'est Daniel Moranville. Je suis copropriétaire de KI Micro-Torréfacteur à Prévost, dans les Laurentides. On est ouvert au public sur place à Prévost depuis 2 ans. L'entreprise existe depuis 2017 officiellement, ça fait 6 ans que la torréfaction. Ça a commencé très tranquillement, puis depuis le début de la pandémie, depuis 2020, là, ça a pris de l'ampleur. OK. Sérieux. Pour quelle raison que tu as démarré ça, que vous avez démarré ça? La passion du café, à la base, c'est sûr que c'est ça qui a motivé l'intérêt d'aller vers la torréfaction. Au départ, c'était beaucoup la préparation des breuvages et voir plein de torréfacteurs que j'aimais. À un moment donné, je me suis dit, peut-être que ça m'a toujours attiré, mais la torréfaction, c'est un monde qui peut être un peu nébuleux quand on ne se met pas à lire des trucs, à poser des questions à des gens qui sont dans le milieu. Donc, je me suis dit, je vais essayer, je vais voir si je suis capable de faire quelque chose qui peut s'approcher des cafés que j'aime. On va aller plus loin, finalement, de fil en aiguille, ça a bien fonctionné. Quel café qui t'a fait découvrir ce monde-là? Qui t'a donné la piqûre qui t'a dit comme... Le café Third Wave, un peu comme l'approche qu'on a, nous, chez KI, c'est vraiment... je me souviens plus en quelle année, mais ça fait assez longtemps de ça. Pourquoi pas sur Amherst à Montréal, qui servait du pilot. Puis je pense que c'est un café d'Éthiopie, procédé naturel. J'ai vu sur le menu, c'est écrit bleuet, lime, puis à ce moment-là, je buvais des trucs qui étaient vraiment plus classiques. Fait que je me demandais, bleuet, c'est quoi? Puis comme un peu n'importe qui s'initie à ça, là, j'ai goûté, j'ai fait, OK, c'est vraiment différent qu'on est ailleurs. Puis là, ça m'a fait plonger dans un autre univers complètement. Ah oui, hein? C'est là que le déclic s'est fait. Puis là, j'ai commencé à consommer d'autres roasters, surtout canadiens. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de roasters québécois qui faisaient ce genre de café-là. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait Saint-Henri qui commençait. Puis j'étais beaucoup dans le Phil and Sebastian, des trucs plus canadiens. Fait que oui, puis de fil en aiguille, j'ai comme voulu aller vers la torréfaction, puis ça a fini. C'est vraiment un concours de circonstances aussi, avec le timing et la pandémie. Ça a été mauvais pour beaucoup de monde, mais pour nous, ça a été très bénéfique. Ça m'a permis de mettre 100% de mon énergie sur
la torréfaction. Puis développer aussi le marketing, le branding. Comment? Parce que là, vous avez un branding qui est quand même cool, c'est tout le temps un peu artistique. Puis, on voit avec Baron Mag, on parle beaucoup de la microbrasserie puis tout ça. Puis, mais l'industrie du café de spécialité, on sent que ça a démarré puis ça a déjà grandi avec l'aspect esthétique, visuel, le branding. En fait, le branding, c'est tout moi qui fait à l'interne. J'ai toujours aimé ça, développer que ce soit des logos. Je suis musicien à la base, puis j'ai fait des pochettes d'albums quand j'étais au secondaire pour mes bands que j'avais. C'était très basic, mais ça m'a toujours intéressé. J'ai appris à travailler avec Photoshop un peu. J'ai toujours aimé le visuel, qu'est-ce qui était beau, l'esthétique. On dirait que ça me fascinait. Juste nos cafés vont changer souvent de look, des trucs colorés, des trucs punchés. On a aussi des séries de cafés, nos cafés coup de vent qui sont des cafés éphémères. Fait qu'il y a toujours aussi une étiquette, un branding qui est éphémère qui va avec le café, puis après ça, il part. C'est des trucs qui m'ont toujours intéressé. Puis avec les produits qu'on développe, on dirait que j'essaie toujours d'inclure ce côté-là aussi. C'est important. Je veux pas le branding et l'image, mais c'est ça qui va. C'est le premier contact que tu as avec le produit. Fait qu'après ça, si ça t'attire l'œil, après ça, tu vas aller plus. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est quoi ça fait 6 ans, vous déclinez vos produits, vous avez vos affaires. J'ai vu que vous avez vos canettes. Je parlais avec d'autres. C'est pas tout le monde qui décide de se lancer dans le produit en canette, la déclinaison des. En fait, j'ai décidé de le faire très artisanalement. Sur place à l'atelier, on a un setup d'encanage maison. Ça reste. C'est ça. C'est une canne à la fois à la main avec un beer gun que les brasseurs maison utilisent avec du CO2 puis je m'approvisionne avec justement les fournisseurs des microbrasseries pour les canettes vides. Puis on a commencé à développer ce produit-là. Le cold brew, on l'avait déjà. On en sert en nitro à l'azote au café. Là, je voulais trouver une façon que les gens puissent l'apporter puis pouvoir le consommer, mettons, dans une semaine, dans 2 semaines. Avec les canettes, c'était comme une bonne option. Puis ça permet aussi d'avoir un autre élément de visuel. Souvent, les cold brew vont être indépendants du café avec lequel on le fait. Des fois, on fait des blends. Fait que, mettons, que je sors un cold brew avec notre café colombien, mélangé avec notre café éthiopien, mais je vais faire une image de marque pour ce mélange-là. Puis vraiment comme il va être brandé individuellement. Puis des fois, ça va changer, des fois, il va revenir, des fois, il ne reviendra pas. Fait que c'est Est-ce que c'est la première année que vous faites ça? Est-ce que là, c'est le deuxième été. En fait, l'été passé, c'était beaucoup un test. Parce que c'est un produit estival. Là, on a commencé à en faire cet hiver. Ça a bien sorti aussi. On va sûrement continuer à en faire. C'est sûr qu'il y a moins de volume, mais je pense que je fais un encanage à peu près par semaine, des fois 2. Ça nous donne environ 150 canettes. Puis on le passe la semaine. En général, en une semaine ou 2, on a passé ce qu'on a fait. C'est très. Il y a beaucoup de mouvements. On fait du décaf aussi, parce que ça nous permet de faire des trucs qu'on ne ferait peut-être pas si on avait besoin d'avoir un minimum, d'envoyer ça dans une compagnie qui encannerait pour nous. Des fois, il y a des minimums. Si tu as commandé 500 caisses d'un café, tu vas peut-être pas y aller en premier avec ton décaf parce que tu sais que ça va peut-être moins se vendre. Sauf que nous, étant donné qu'on peut faire des petites batches, on peut sortir ça, puis le cold brew décaf, je pense qu'il y a un bon marché pour ça, parce qu'il y a des gens qui boivent que du décaf pour plein de raisons, puis c'est comme, si tu es capable d'avoir un cold brew qui goûte bon, puis qui est décaf, c'est génial. Pour la business, c'est quoi les défis que vous avez en ce moment ou qui s'en viennent, que tu vois dans l'industrie pour votre business en tant que tel, en général? Je pense que le plus grand défi, j'imagine qu'il y a bien du monde qui répondrait la même chose. Dans le café, c'est beaucoup le fond de roulement parce que c'est beaucoup de dépenses. Ça va par vague. Fait que si tu as un lot qui arrive, des fois,
dépendamment des importateurs ou des compagnies, tu n'as pas le choix de commander, d'acheter le lot en entier d'un coup si tu ne veux pas payer des frais ou après ça. Fait que, c'est de pouvoir sortir ce montant d'argent-là d'un coup pour pouvoir après ça avoir le café disponible des fois pendant un an. Sauf que c'est le coût à donner pour ça. Fait que c'est beaucoup ça à gérer. En fait, c'est toute la gestion. C'est pas un... oui, c'est un défi, mais c'est pas. C'est vraiment d'essayer de. C'est pas un défi particulier à maintenant, c'est en général dans le business. Maintenant, le défi, c'est aussi que les prix montent dans tout. Ben, on le voit n'importe quoi. On achète des légumes à l'épicerie, on achète n'importe quoi, on voit les livres augmentent. Ben, nous, on n'est pas épargnés non plus. L'ingrédient de base qu'on achète, le café vert, a beaucoup augmenté, surtout dû au transport. Et le producteur, lui, ça coûte plus cher faire ses produits, cultiver son café. Il y a beaucoup d'augmentation dans tout ce qui est les engrais, tout ce qu'on utilise à la ferme. Et les transports aussi de l'origine. Transporter un container de la Colombie, ça a beaucoup augmenté depuis la pandémie. Fait que ça, en fait, le défi, c'est d'essayer de pouvoir sortir nos cafés à un prix qui est raisonnable encore pour le client, parce qu'on ne veut pas non plus... Il y a beaucoup d'éducation encore. Oui, c'est ça, parce que certains de nos cafés, même récemment, on avait un café du Kenya qui était excellent, mais si tu dis à la personne, il est 28 $ pour un sac, mais il faut que tu puisses justifier pourquoi. C'est justifiable, c'est juste que des fois, c'est un peu comme... personnellement, des fois, j'ai un malaise à dire, OK, je suis désolé, on a eu beau faire les calculs qu'on voulait, on n'a pas le choix de sortir à ce prix-là parce que sinon, ça ne sert juste à rien qu'on l'ait dans notre inventaire. Fait que c'est un peu d'essayer que la business soit quand même profitable, mais de ne pas trop augmenter quand même, de jouer avec la marge qu'on fait pour que le client n'écope pas trop. C'est un peu ça aussi. Mais je pense que dans chaque domaine, tous les domaines en ce moment vivent un peu ça. Ah oui, clairement. Puis tu sais, toi, de venir dans un événement comme celui-ci, de faire partie de la communauté aussi, de micro-impacteurs et tout ça, comment... qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de venir ici? Est-ce que tu crées de la nouvelle business? Est-ce que c'est quelque chose pour... est-ce que tu crées des nouveaux clients dans des événements comme ici? Là, vous êtes à Prévost, c'est ça? Là, c'est comme l'autre côté. 2h30 de route ici, ouais. Ben oui, c'est clairement... Ça aide à faire connaître la marque. Je dirais que le 3/4 des gens qui sont venus à notre table aujourd'hui ont dit « Ah, c'est quoi, je connais pas, j'ai jamais entendu parler, vous êtes de où? » Puis on jase, puis ils goûtent nos trucs. C'est vraiment assez cool. Puis tu sais, ce qui est le fun avec le café, c'est qu'on livre. On peut le livrer facilement. Oui, c'est ça. Qui est différent, mettons, du milieu de la bière. Ben oui, clairement. Par exemple. Ben oui. Ben nous, un sac de café, ça s'envoie très bien par la poste. Fait que depuis le début de la pandémie, on offre le shipping gratuit, peu importe qu'est-ce que tu commandes sur le site. Fait que ça nous aide beaucoup aussi à promouvoir ça, parce que c'est sûr que je viens ici, ben je m'attends pas à ce que les gens fassent la route à chaque fois pour acheter du café. Puis, non, c'est sûr que ça nous fait découvrir, ça fait connaître la marque, ça nous fait réseauter aussi avec des collègues. C'est aussi ça le but de la visite. De trouver des nouveaux clients, mais aussi de bâtir les relations qu'on a déjà ou qu'on construit avec d'autres. Tu m'amènes à une autre question parce que j'avais parlé déjà avec un autre facteur qui vend beaucoup en ligne. Là, tu me parles justement de la vente en ligne. Est-ce que vous avez créé un système? Est-ce que la majorité de vos ventes se passe en ligne ou est-ce que ça se passe chez vous directement? Je pense que la majorité s'est rendue chez nous, en fait. Ouais, okay. Avant qu'on ouvre la boutique, le café sur place, c'est sûr que c'était majoritairement en ligne, puis un peu de wholesale, des points de vente qui revendaient nos trucs. Depuis qu'on a ouvert la boutique, la clientèle locale à Prévost est vraiment comme bien embarquée, puis on a bâti quelque chose de vraiment cool avec la communauté. Fait que la majorité de nos ventes se passent quand même sur place, mais quand même plus en plus, ça se développe la vente en ligne, parce que c'est hyper accessible. On envoie des sacs, et des fois, les gens commandent, mettons, le lundi matin, on le torréfie après. Ouais. Ça part lundi après-midi, puis ça arrive à Québec ou au Saguenay, mardi ou mercredi. C'est très... Est-ce que vous avez une stratégie en ligne? Je sais pas, des infolettes automatisées, des choses comme ça? Non, t'es pas très numérique, pas très oui, marketing. En fait, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait publicité, mais pas...
En fait, longtemps, j'ai payé de la publicité, fait des trucs. Ça a beaucoup aidé à aller chercher un bon following sur les médias sociaux. Mais maintenant, ouais. Il y a quand même, on a quand même une place à développer là. Pour Infolette, moi je suis pas un gros fan d'Infolette dans le sens où moi, me faire bombarder d'Infolette, j'aime pas ça, fait que je veux pas faire ça, mais je veux le faire pour souvent nos produits justement exclusifs, des trucs comme ça, puis là on s'en sert. Mais on n'est pas agressif sur ça tant que ça. Il y aurait clairement moyen de développer plus. Ça prend encore plus d'ampleur. C'est vraiment comme. En ce moment, la croissance est hyper organique. J'aime ça comme ça aussi. Oui. On est une petite équipe, on est super. Tu sais, comme tout le monde est très investi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas une croissance à tout prix. Là. C'est comme, regarde, ça se passe, que ça se passe, puis tranquillement. Puis les banques n'aiment pas ça quand tu dis ça. Ben oui, non, mais plus mettons, vrai. C'est pas. Le but est vraiment justement que les gens nous découvrent puis qu'on bâtisse notre communauté comme de la bonne façon. Oui. Pas vraiment de la bonne façon. Oui, mais. Oui, c'est ça. Que ça reste plus personnel. On essaie d'être proche de nos clients, surtout sur place, on les connaît et on les voit souvent. Même en ligne, essayer d'avoir un service personnalisé, même si on est séparé par un écran. Oui. Mais regarde, tu sais, avec Barman, on connaît plus la microbrasserie, mais c'est le même concept. Il y a beaucoup de personnes qui se développent, puis que peut-être justement à cause des banques, ils commencent à croître puis à faire des gros moves, mais trop vite pour eux autres, pour qu'est-ce qu'ils sont capables. Puis souvent, ça vient mettre fin à leur truc 2 ans plus tard, ou même pendant qu'ils sont en train de penser à leur croissance. Oui, exact. Je pense que c'est un couteau à double tranchant de vouloir croître à tout prix. Puis des fois, ça va être vraiment cool. Ça va bien, ça roule. À un moment donné, tu fais comme, OK, mais si tu atteins un certain volume, ben, c'est que tu as l'infrastructure pour avoir ce volume-là, mais il faut que tu gardes ce volume-là pour être capable que ce soit encore viable. Fait que je pense que oui, ça vient avec son lot d'autres problèmes, mais je pense que c'est trouver. C'est en fait dans notre vision, dans tout ce qu'on fait, c'est toujours trouver l'équilibre, que ce soit dans le goût du café ou dans la façon qu'on fait la business. C'est de trouver un équilibre entre OK, on est bien, on a du fun dans ce qu'on fait, mais c'est profitable, il y a côté comme toujours côté business, monétaire qui est un peu tannant des fois, mais en même temps on n'a pas le choix parce que sinon comment on ferait, on ferait pour réaliser nos projets. Je pense que c'est de trouver l'équilibre là-dedans pour notre capacité et pour notre équipe qui est capable de croître, mais sans perdre l'essence même de ce qu'on était au début. Bien garder le contrôle. C'est ça, je pense qu'il est difficile quand tu décides que ça part. C'est ça, il faut que tu gardes on n'est pas rendu là. Je sais pas si on va se rendre là. On va voir. En fait, on se laisse un peu guider par... Excellent. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.